Je me présente, Guillaume Desbiens, conseiller aux services financiers. Dans cette vidéo, je discute avec Carl Poirier, courtier immobilier depuis plus de 10 ans. Carl nous donne des conseils et nous explique comment ça fonctionne pour un premier acheteur, pour un vendeur et pour un vendeur qui veut acheter. Ensuite, nous discutons de l'état du marché actuellement à Québec et sur la Rive-Sud et nous partageons quelques histoires personnelles. Si vous appréciez la vidéo, je vous invite à laisser un j'aime, vous abonner à la chaîne et dites-nous dans les commentaires à quel âge vous avez acheté votre première propriété ou à quel âge vous planifiez acheter cette première propriété. Bon visionnement. Le rêve de devenir agent d'immeuble, devenir courtier, ça a commencé, je te dirais, il y a bien avant, quand mes parents sont divorcés à l'âge de 12 ans, quand j'ai vu l'agent d'immeuble rentrer dans la maison avec sa valise, veston, cravate. J'ai comme réalisé que le monsieur, il venait pour vendre la maison familiale. Il y a une petite lumière qui est allumée là, dans le fond du cerveau pour dire hey, c'est donc bien cool ce job-là. Puis je me rappelle quand on avait des visites pour vendre la maison, je suivais l'agent d'immeuble partout, puis je le suivais au pas. Avec du recul, peut-être qu'il n'aimait pas ça dans le fond. Parce que des fois, évidemment, dans ce rôle-là, on aime ça être tout seul dans la maison puis faire nos affaires, mais en tout cas, c'est un souvenir qui m'a marqué. Mais écoute, j'ai commencé ce cours-là, j'avais 26 ans. J'ai passé mon examen de l'ordre à l'OASIG, dans le fond, à l'âge de 27 ans. Puis depuis maintenant 11 ans, là, je suis courtier immobilier. OK. Intéressant. Écoute, j'aimerais que tu nous expliques là, étape par étape comment ça fonctionne. Là. Moi, je suis un premier acheteur. Je vis chez mes parents ou je suis en appart. J'ai mis un peu de cash de côté pour ma mise de fonds puis tout ça. Comment ça fonctionne étape par étape pour un premier acheteur qui veut faire affaire avec un courtier immobilier? Ben, c'est une super bonne question. Évidemment, les premiers acheteurs, c'est un gros lot de la clientèle, justement, d'un courtier immobilier. Veux pas, on connaît tous des gens, justement, à l'âge de la raison, là, 20, 25 ans, 30 ans, peu importe, il n'y a pas d'âge, qui vont vouloir partir de l'appartement, justement, voler de leurs propres ailes, soit de partir de la maison des parents puis acheter leur première maison, un jumelé, un condo, peu importe leur projet. C'est sûr que moi, ce que je propose, évidemment, de base, c'est une belle rencontre, au moins 1 heure, 1 h 30, de un pour me présenter, évidemment, connaître le projet de mes clients aussi. Chaque projet est différent. Après ça, ben, je me dis tout le temps qu'en tant que premier acheteur, c'est des gens qui sont peut-être pas les mieux informés sur le marché immobilier. Donc, c'est sûr que c'est de répondre à leurs questions, leurs inquiétudes. Évidemment, tu sais, l'immobilier, c'est un gros secteur, c'est un gros domaine. Pourquoi une maison à Québec va valoir 300 000 alors que peut-être dans un secteur plus éloigné de la ville va valoir peut-être 250 puis on a l'impression que c'est la même maison. Fait que, tu sais, toutes ces petites choses-là, les petits détails dans le fond qui font du marché ce qu'il est. Évidemment, Québec, Rive-Nord, Rive-Sud, je vous dirais, plus on se rapproche des ponts, plus la maison peut avoir une valeur, alors que si on s'éloigne, évidemment, ben, la valeur peut descendre. Des petits détails comme ça. Évidemment, il y a toute la question d'une inspection en bâtiment. Il y a aussi, évidemment, tout le côté légal. Vente avec ou sans garantie légale. On me pose souvent la question, Carl, est-ce que je devrais fuir si la maison est vendue sans garantie légale? Évidemment, la réponse est non. Mais évidemment, ça dépend de notre type d'acheteur qu'on est. Là. Évidemment, aussi pourquoi, la raison de la vente. Si c'est une vente parce qu'il y a eu une succession, ben c'est normal et c'est légitime même, je dirais, que ce soit vendu sans garantie légale. Si c'est Guillaume Desbiens qui a construit sa propre maison puis qui veut nous la vendre sans garantie légale, là, il y a peut-être un petit flag qui devrait se lever, puis c'est pour la raison de pourquoi est-ce qu'il veut nous vendre sa maison sans garantie légale alors que c'est lui qui l'a bâti. Il y a des petites nuances comme ça. C'est là qu'on va voir vraiment là, durant la rencontre d'1 heure, 1 h 30 pour répondre vraiment à toutes ces questions-là, puis parler du processus aussi. OK. Mais à quel moment la personne va te contacter? Est-ce que la personne doit être prête à acheter au moment où elle te contacte ou ça peut être, par exemple, 6 mois avant, là, peut-être pas tout à fait ramasser tous les sous. C'est quoi le moment idéal, toi, que tu aimes que les gens te contactent? Là? Est-ce que faut que tu sois prêt à passer à l'action. Ouais. Évidemment, effectivement, quand le client est prêt à passer à l'action, c'est le meilleur moment. Je vous dis pas qu'on peut pas évidemment être un client précoce, si on veut, dans le sens où on peut très bien aller s'informer d'emblée. Écoute, moi, j'ai jamais vu ça comme une perte de temps. Au contraire, les gens ont des questions, ils veulent avoir des réponses. Mais c'est certain que quand tu viens t'asseoir dans mon bureau et que tu as une préqualification bancaire, ben ça nous dit que tu es à la ligne de départ de courir ton marathon. Là. OK, c'est intéressant. Fait que, dans le fond, dans le cas idéal, ça serait que la personne ait déjà son financement, la lettre de financement, là, que ce soit prêt. Là. Ben,
oui, parce que dans le fond, si on commence le processus, puis qu'on connaît notre budget d'achat, ben on n'ira pas voir des maisons qui sont hors budget, puis on se fera pas ce qu'on appelle des peines d'amour. Ouais. C'est une peine d'amour immobilier, ça arrive. On va Ouais. voir une belle maison sur Internet à 315 000. Malheureusement, notre courtier, notre planificateur nous dit qu'on a un budget de 280, mais elle est bien belle à 315, mais si on n'a pas la solution pour se faire financer, malheureusement, ça va rester un rêve. Évidemment, tu es bien placé pour nous le dire. T'sais, vous avez des stratégies, des fois, vous avez des choses à proposer à vos clients dans le cadre de votre pratique qui est capable d'aider votre clientèle à avoir de l'imagination pour obtenir un financement. Cette imagination-là, ça peut autant être des fois des lettres de dons justement de certains parents, de faire des placements en REER pour aller optimiser la nouvelle application, le CELIAP, évidemment, qui vient de sortir. C'est toutes des stratégies que vous allez mettre en place pour, évidemment, aider le client là, à obtenir son financement. Mais en même temps, comme je le disais tantôt, c'est pas parce que tu n'es pas rendu à cette étape-là que tu peux pas venir me voir pour avoir des réponses à tes questions. C'est juste qu'on va partir d'un petit peu plus loin. Mais dans tous les cas, c'est pas parce qu'on se rencontre le lundi que dès le mardi matin, on va être sur le marché immobilier en train de faire des visites. Là. OK, Donc, dans les deux cas, là, c'est pas grave. Fait que ça, c'est pour l'aspect plus financier là, de la patente. Puis si on parle plus de l'immobilier en tant que tel, la personne, est-ce qu'elle doit arriver dans ton bureau avec une idée de si elle veut une maison unifamiliale, un jumelé, puis dans quel secteur il veut vivre, ou c'est quelque chose que tu débroussailles avec les clients? Ben effectivement, il y a l'effet de débroussaillage, justement, un petit peu. Nous, on appelle ça l'effet entonnoir. Là, des fois, les gens, ils savent pas trop. Puis c'est sûr que si tu me dis que tu as un budget de 200 000 on s'entend que maintenant, le 200 000, malheureusement, on a une maison mobile pour ce prix-là ou un condo qui est un peu plus âgé. Fait que c'est certain que si le client rentre dans mon bureau et il ne sait pas du tout ce qu'il peut acheter pour son montant, c'est là que j'ai un travail plus complexe un petit peu à faire, mais c'est le but de faire parler le client. C'est quoi ton projet? C'est quoi ton secteur? Puis tout se fait justement d'une façon très amicale. Puis moi, je prends des notes, puis après ça, on bâtit justement le profil de l'acheteur. Mais écoute, je te dirais que dans tous les cas, on est capable de trouver assez rapidement. Mais en même temps, je dis ça, puis tu sais, des fois, je rencontre un client, puis je me rappelle très bien d'un couple qui était venu dans mon bureau. Puis au départ, c'était un jumelé. Finalement, c'était supposé être dans le coin de Notre-Dame-des-Laurentides. Finalement, ça a fini à Charlesbourg. Okay. On s'est promené un petit peu, puis on va peut-être aller dans un jumelé. Finalement, peut-être plus un duplex. Finalement, on va acheter une maison unifamiliale. Fait que, tu sais, des fois, en cours de processus, des fois, puis évidemment, tout dépend de l'offre. C'est-à-dire, si on habite chez nos parents, puis on voit que le troisième voisin est à vendre, puis qu'on est capable de se le permettre, bien, des fois, pour une raison familiale ou une question logistique, bien, ça se peut que notre plan de départ change. Fait que je te dirais que oui, durant la rencontre, là, on va faire un bon débroussaillage de tout ça, puis on va mettre ça en place là, pour savoir ce qu'on est capable de se payer. OK. Il faut avoir une petite idée de nos besoins, mais c'est normal que ça change en cours de route, en fonction de ce qui est disponible sur le marché, puis finalement des conseils que tu vas donner aux clients. Tout à fait. T'sais, on s'entend que si un jeune couple a 2 enfants, ben quand même bien qu'on regarderait pour des maisons à une chambre, ça ne fonctionnera pas. Il y en a qui vont être prêts avec un jumelé 2 chambres, de mettre les 2 enfants dans la même chambre, puis ils vont être très à l'aise avec ça. Il y en a d'autres que c'est un non catégorique. Il y en a qui vont être prêts à mettre les enfants au sous-sol en très bas âge. Il y en a d'autres qui, encore pour la même raison, c'est un non catégorique. Fait que rendu là, je te dirais que ça va vraiment dépendre du client. Mais je le dis, il n'y a pas de recette miracle. Tant aussi longtemps qu'on ne va pas sur le terrain pour visiter les maisons, on ne trouvera pas. Puis c'est juste normal. C'est beau de regarder par Internet, c'est beau de regarder les annonces, mais tant aussi longtemps qu'on ne va pas de l'avant, on ne fait pas le premier pas pour aller visiter, ben on ne trouvera pas. Puis c'est en magasinant, en allant sur le terrain, qu'on va savoir nos besoins. Je dis souvent à mes acheteurs qu'après 2-3 visites, je suis capable de cerner mes clients parce que le non-verbal va parler. Vous allez avoir des expressions faciales et même vous allez en parler ensemble devant moi. Vous ne serez même pas gêné parce que je vous accompagne dans ce processus-là. Fait que c'est vraiment... Il y a beaucoup de non-dits, mais il y a beaucoup de choses que je suis capable de déceler assez rapidement. Puis des fois, je serais capable de dire, avant même de sortir de la maison, de la visite, OK, celle-là, c'est pas pour vous. Ou celle-là, oui, je pense que on vient de tomber sur ce que vous cherchez. Fait que c'est un beau processus. OK. La réalité a changé aussi dans les dernières années avec le télétravail. Là. Maintenant, on dirait que ça prend une chambre de plus
dans tous les maisons, là, tu sais, puis même moi et ma conjointe, on travaille les deux dans le même bureau, ça fait, mais tu sais, dans un monde idéal, on aurait 2 bureaux, puis, mais écoute, c'est ça, on est pris dans cette nouvelle réalité-là, puis le transport, pareil, là, tu sais, les gens peuvent s'éloigner un petit peu plus dans les régions parce qu'ils n'ont plus besoin de se déplacer physiquement dans les bureaux, fait que ça peut être bon pour certains. Ah oui, on l'a vécu, la cuisine, est-tu assez grande? Est-ce qu'on est capable de se mettre un bureau là? Y a-tu assez de lumière? Serais-tu capable de travailler de là? Hey boy, je travaille 4 jours semaine, c'est bien trop sombre. Ah non, c'est trop petit. Est-ce qu'on va se taper ses nerfs, justement? Ouais. Est-ce qu'on prend 2 bureaux différents? T'as entièrement raison. La réalité avec la pandémie a extrêmement changé à ce niveau-là. C'est pas prêt de revenir à ce que c'était avant. Donc, je pense que cette réalité-là, comme tu dis, est de plus en plus véridique. Puis, effectivement, les gens s'éloignent un peu des grands centres, justement parce que l'accessibilité est de plus en plus facile, parce qu'on peut travailler de la maison. Puis des fois, on a des plus belles opportunités d'affaires aussi en immobilier, c'est-à-dire des plus belles maisons, plus récentes, avec un plus grand terrain, plus tranquille, plus de quiétude, mais on n'est peut-être pas dans le centre-ville de Lévis, là, comme on avait avant. Là. Puis là, on revient au premier acheteur. Ouais. Le financement, c'est canné, il est prêt. Il a débroussaillé un petit peu l'éléphant noir que tu parlais tantôt. Il sait un petit peu dans quel quartier il veut vivre. Il sait à peu près c'est quoi ses besoins en termes de chambre puis de type d'habitation qu'il désire acheter. Après ça, c'est des visites que tu fais jusqu'à temps que vous trouviez la bonne maison? Oui, tout à fait. En fait, c'est sûr qu'avant la pandémie, ce qui était très plaisant, c'est qu'on pouvait prendre un couple, leur dire, écoute, samedi après-midi, prévois-toi rien, on va aller faire 5-6 visites, puis on les faisait une à la suite de l'autre. Fait qu'au moins, déjà, on brisait la glace très rapidement, puis ça permettait au client lui-même de comparer des pommes avec des pommes, c'est-à-dire, OK, on a visité elle, on va aller voir elle, ah, ben j'aime mieux le terrain d'elle, mais j'aime mieux le salon d'elle. Des fois, on fait un genre de casse-tête de nos 6 maisons, puis on dit ça serait notre maison parfaite. Malheureusement, depuis la fameuse pandémie, justement, le marché a extrêmement évolué. C'est un petit peu plus difficile, quoique ça tend à revenir à la normale. Mais on est capable quand même des fois d'aller visiter 1, 2, 3 maisons la même journée, justement pour donner cet effet de comparaison-là à l'acheteur. Comme je disais tantôt, c'est sûr que si on ne va pas sur le terrain pour magasiner, c'est dur de trouver. Mais ça n'empêche pas justement qu'à partir de la première rencontre, moi ce que je fais, c'est que je crée un profil d'acheteur. Je crée l'alerte immobilière dans le système, c'est-à-dire qu'à tous les jours, à toutes les semaines, dès qu'il y a une nouveauté, une modification de prix sur un produit, bien, vous l'avez en priorité dans votre boîte courriel. Donc, vous êtes évidemment à l'affût des nouveautés et de ce qui se passe sur le marché. C'est Centris, ça? Oui, par l'intermédiaire de Centris, effectivement. Nous, à l'interne, là, on parle plus de la plateforme SamWeb. Mais effectivement, là, c'est relié à même Centris, qui recouvre évidemment toutes les agences immobilières là, du Québec. Donc, effectivement, vous n'allez pas manquer d'opportunités là-dessus. Puis après ça, ben, c'est sûr que c'est d'aller sur le terrain là, pour visiter. OK. Puis là, un coup, on a fait plusieurs visites. On a un coup de cœur. Qu'est-ce qui se passe? On fait une offre d'achat sur la maison? Oui, tout à fait. Écoute, tantôt, on en parlait un petit peu en pré-entrevue. Tu me disais toi-même, l'ayant vécu, justement, tu l'as vu, hein, c'est un tourbillon. Là, ça va très, très vite. Ah ouais, c'est fou. Moi, je trouve ça toujours très drôle quand je reçois mes clients dans mon bureau, sont assis, le gars, la fille, les 2 gars, les 2 filles, peu importe, évidemment. J'ai souvent quelqu'un entre les deux qui me dit, ben écoute, nous autres, on n'est pas pressés de trouver. Ouais. J'ai tout le temps un petit sourire en coin parce que c'est ceux-là, souvent, qui achètent le plus vite. C'est-à-dire que dès qu'on va sur le marché, il n'y a pas de recette miracle. C'est-à-dire, des maisons, il y en a pour les fins et les fous. Des modèles, il y en a pour les fins et les fous. Mais en même temps, si tu as un budget entre 200 et 300, puis tu regardes des maisons de 1970, ben les formats sont pas mal pareils. Hein. On a des 36-24, modèles 3 chambres à l'étage. Fait qu'à un moment donné, on visite le même style de propriété. Puis si c'est ce qu'on regarde, puis qu'on a déjà commencé le processus en regardant sur Centris, par exemple, ben ce qu'on va aller visiter, c'est parce que normalement, vous avez déjà un pré-intérêt quand même. On n'ira pas visiter des maisons pour le fun. Ouais. Quoique, je dis tout le temps à mes clients que j'aime mieux qu'on aille visiter une maison, qu'on reste 3 minutes dans la maison puis qu'on ressorte, que de passer à côté, puis après ça, de l'avoir peut-être dans notre tête, puis de dire, on aurait peut-être dû aller voir elle aussi, elle m'intrigue. J'aime mieux qu'on aille la voir. Mais comme je te dis, des fois, on va visiter, j'ai des exemples en tête, là, mais j'ai un client qui m'a regardé, il m'a dit, Carl, j'achète pas de maison aujourd'hui. On a visité 6 maisons, puis évidemment, à la fin de la journée, j'étais rendu sur une banquette du Normandin en train de remplir une promesse d'achat, parce qu'il me disait, Carl, celle-là, je la veux, puis je veux pas la perdre. Fait que c'est sûr que, comme on disait, on en parlait en pré-entrevue, c'est que le tourbillon se fait super rapidement. Ouais. Dès qu'on va sur le terrain, quand on voit une maison qui nous intéresse réellement,
Ben, c'est rare qu'on va dire, écoute, je vais prendre 3 semaines pour y penser. Parce qu'on sait que d'ici 3 semaines, ça se peut qu'il y ait un autre joueur qui rentre dans la course puis qui il nous vole cette opportunité-là. Fait que souvent, évidemment, ben, on visite, on a de l'intérêt, ben, on fait une présentation de promesse, on remplit une promesse d'achat. On présente l'offre d'achat au vendeur. Des fois, elle est acceptée du premier coup. Des fois, une petite négociation d'un côté comme de l'autre. Mais souvent, dedans de 2-3 jours, il y a une acceptation, il y a une entente. Puis dès qu'il y a une entente, ben là, comme je dis, le fameux tourbillon, il décolle. C'est-à-dire, on doit remplir nos conditions. Souvent, une offre d'achat qui est standard, je vous dirais l'inspection pré-achat. Évidemment, si vous n'êtes pas quelqu'un qui connaît ou quelqu'un qui n'est pas dans la construction, nous, en tant que courtier, on recommande fortement de faire l'inspection pré-achat. Qui est faite par un inspecteur en bâtiment certifié. Et en parallèle, ben, il faut aller chercher notre financement aussi. Ce délai-là est quand même assez rapide. Je te dirais que normalement, un délai standard va être entre 10 et 14 jours. Okay. Évidemment, il faut toujours compter nos fins de semaine et tout ça. Mais un délai qui est quand même raisonnable, on parle de 10 à 14 jours, dans le fond, pour lever ces conditions-là. Évidemment, il y aura une panoplie d'autres conditions là, que je ne m'embarquerai pas aujourd'hui parce que c'est sans fin, mais les deux qu'on voit le plus souvent, c'est évidemment le financement. C'est beau d'avoir la préautorisation au début du processus, mais une préautorisation, ça vaut ce que ça vaut dans le sens où on fait une analyse sommaire de nos finances, alors que lorsqu'on demande une lettre de financement, c'est vraiment pour une maison X à un prix Y avec des taxes qui valent ou qui coûtent par année, mettons 3 000 $ avec un compte d'électricité et un dossier bien précis. Donc, l'analyse financière va se faire en fonction de cette propriété-là. Okay. Puis, comme je te dis, normalement, là, entre 10 à 14 jours, on est capable d'avoir des lettres de financement là, pour lever ces conditions-là. Une fois que les deux conditions sont levées, donc que l'acheteur se déclare satisfait de son inspection, et que sa banque nous fournit la lettre de financement, on peut pratiquement dire que la maison est vendue. Mais encore là, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas assis chez le notaire et qu'on ne signe pas les papiers officiels, la maison est vendue sur papier, mais légalement, c'est le rendez-vous chez le notaire qui conclut la vente et on obtient les clés et on déménage. OK. Fait que ça, c'est vraiment les étapes pour un acheteur. Quelqu'un qui part de chez ses parents ou d'un appartement puis qui achète une première maison. Oui. Maintenant, si on fait le même processus, mais pour un vendeur, oui, si on a une maison, on voudrait la vendre, on veut changer de quartier, on veut s'éloigner peut-être, qu'est-ce qui se passe puis quand est-ce que la personne doit contacter Carl? Bien, c'est sûr que la première des questions, c'est tout le temps, Carl, combien vaut ma maison? Fait qu'évidemment, mon travail à moi, avant même de se rencontrer, c'est de faire une analyse comparative du marché. Ensuite de ça, on fait une rencontre encore une fois. Je vous disais que ça dure, encore une fois, ça dure une bonne heure et demie. On va souvent recommander des fois de faire des petits touch-ups de peinture, de faire un petit peu d'aménagement au niveau de la propriété. Puis après ça, bien évidemment, c'est d'être prêt à commencer le processus. Évidemment, on a une séance de photos. Qui dit photo, dit j'étais en préparation de la maison. Autant en été qu'en hiver, là, on a des devoirs à faire, couper le gazon, des choses comme ça, évidemment. Puis après ça, bien, c'est de signer le contrat de courtage et remplir le formulaire de déclaration du vendeur, qui est lié à toute transaction immobilière. Mais encore là, je vous dirais, la première rencontre avec le client-vendeur va être vraiment de préparer la maison puis de voir peut-être des petits défauts justement qui pourraient ressortir. Moins qu'il y a de défauts dans la maison, moins que l'acheteur va avoir tendance à vouloir nous négocier puis il va avoir le coup de cœur facile. OK, fait que c'est un petit coup de peinture, puis je sais pas, un petit peu d'aménagement paysager, ouais. Peut-être si c'est un petit peu défraîchi. Tout à fait. Tu sais, on a, je pense à toi justement, 2 jeunes enfants, ben des fois avec les jouets, ils sont pas les plus tendres, les coins de mur, des fois ils peuvent être affectés un petit peu. Le petit dernier a décidé de lancer sa voiture contre le mur, des petits touch-ups comme ça, tu sais, qui fait en sorte que la maison, il redonne un peu son air d'aller. Puis on se fera pas de cachette, tu sais, des fois après 3, 4, 5, 6 ans, la maison, nous, on voit plus les petits défauts, mais quand je rentre dans la maison, je le dis tout le temps à mes clients, je rentre comme si j'étais un acheteur, c'est-à-dire je découvre souvent la maison pour la première fois, évidemment à moins d'être une maison d'un ami, là. Ouais. Mais encore là, quand je vais vendre la maison d'un ami ou d'un membre de la famille, j'arrive avec un nouveau chapeau, c'est-à-dire je viens vraiment pour vendre la maison, donc mon œil est différent. Puis je regarde la maison, puis il ne faut pas être gêné de dire au client vendeur ses défauts. Il y a mieux l'entendre de nous dès la première rencontre que de l'entendre 6 mois plus tard, 3 semaines après, par un inspecteur en bâtiment ou par l'acheteur en disant « Ah, ben là », puis de se faire dire « Carl, pourquoi tu ne me l'as pas dit? » Ouais, pendant la visite, là, ouais, tu veux être clean le plus possible. Exact. Le meilleur exemple, des fois, c'est les animaux. Des fois, on a de la litière pour chat, on a des chiens. Avec l'humidité, des fois, les chiens vont rentrer dans la maison. Je parle de gros chiens qui vont sentir l'humidité. Ouais. Ça sent pas très bon. Puis le deuxième point, des fois, c'est la vaisselle. Il y a des clients qui sont
peut-être un petit peu moins fier. Puis quand on fait des visites, ben il y a de la vaisselle qui traîne dans le fond de l'évier avec la sauce à spaghetti collée depuis 2 jours. C'est pas très, très vendeur. Ouais. C'est pas de cette façon-là qu'on va aller maximiser le prix qu'on va aller chercher parce que l'acheteur va être un peu... va avoir un petit recul face à ça. Là. OK, je comprends. Fait que là, on a pris les photos, on a déterminé un prix la première fois. On a pris des photos, on a mis la maison clean. Puis là, à ce moment-là, c'est les visites qui commencent. C'est ça. La mise en marché se fait, je vous dirais, là, dans un délai d'environ 5 à 7 jours, tout dépendant évidemment de l'intention des clients vendeurs. Mais tu sais, dès le premier appel, si tu me dis, Carl, je veux vendre, moi, en l'espace d'à peu près 7 jours, là, tout est fait. Les vérifications, on détermine le prix, on sédule le photographe professionnel qui vient prendre les photos. Après ça, évidemment, je prends les mesures des pièces, etc., les détails, les caractéristiques, le mode de chauffage, les types de planchers. Ouais. On rentre ça sur la plateforme. Comme j'ai à mes clients, on paye sur Enter, puis normalement, là, avec le marché actuel, je vous dirais, si on affiche au bon prix, en dedans de 24-48 heures, on a déjà les premières demandes de visite, puis on est capable de vendre dans un délai raisonnable. Fait que pour faire du parallèle avec tantôt, encore une fois, il faut être prêt. Là, quand on te contacte, « Hey Carl, je veux vendre ma maison », ton cheminement ou ta réflexion est mieux d'être bien faite parce que ça peut aller vite, là, un coup que tu as commencé, là, justement. Là. Ça peut aller très, très vite. Évidemment, tout dépend du contexte de la vente. Hein. Je ne vous ferai pas de cachette qu'une maison sur 2, malheureusement, c'est un cas de séparation. Fait que des fois, il y a beaucoup d'émotions aussi dans cette vente-là. Quand je parle d'émotions, ben, je parle justement du contexte. Donc, séparation, garde des enfants, peu importe. Là, mais tu sais, on rentre dans un climat, des fois, qui n'est pas tout le temps facile. Quand c'est un jeune couple qui vend leur première maison parce que la famille s'agrandit puis ils veulent avoir une plus belle, une plus grande maison, c'est super. Je veux dire, on rentre là puis les gens sont contents de nous voir puis ça respire le bonheur puis on sait que le projet qui s'en vient est juste plus joyeux dans le fond. Mais à l'inverse, si c'est une séparation, si c'est le décès d'un proche ou si c'est une succession, justement, un membre de la famille qui est décédé puis c'est une succession, ou encore le plus difficile, des fois, c'est la fameuse séparation, ben, on rentre dans une maison qui est plus froide un peu, le climat n'est pas tout le temps évident. Il faut gérer les attentes des deux parce qu'évidemment, il y a séparation. Qui dit séparation du patrimoine. Donc, des fois, il y en a un qui a des attentes plus élevées que l'autre, puis il y en a un, des fois, qui se passe sa décision, fait que l'émotion est plus forte. Mais évidemment, là, je vous dirais que normalement, dans 7 jours, comme je vous disais tantôt, on est capable de mettre le produit en vente. Puis effectivement, les offres puis les visites peuvent aller très, très, très rapidement. Ça dépend encore une fois du prix qu'on va afficher la propriété. Okay. On dit souvent qu'il y a 3 prix. Un prix pour débarras, un prix normal, puis un prix pour tester le marché. Okay. Fait que ça dépend de toi. Okay. Puis si on fait un parallèle, la personne veut vendre la maison et veut en racheter une. Ouais. Y a-t-il quelque chose de différent de ce qu'on a jasé au début là, pour un acheteur d'une première maison? Y a-t-il une particularité pour ces situations-là? Oui. C'est sûr que dans le marché actuel, en 2022, 2023, je dirais même 2021, faire des offres d'achat conditionnelles à la vente de sa maison, c'était pas vraiment une option. 2023, ça commence à revenir. J'en ai fait. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est pas une option? C'est-à-dire que les personnes doivent être prêtes à assumer 2 habitations en même temps. Ouais, c'est ça le défi. C'est okay, ça le défi parce que faut que tu passes au financement exact, avec 2 habitations. C'est ça le plus gros défi. C'est là que des fois on voyait des stratégies de l'acheteur de demander à des parents justement de mettre une collatérale peut-être sur leur propre propriété le temps que leur maison se vende. Parce qu'évidemment, c'est pas tout le monde qui est capable de passer au financement à soutenir 2 hypothèques. Dans les faits, soutenir 2 hypothèques, c'est pas tout à fait vrai parce que tant qu'on n'a pas acheté, passé chez le notaire, ça ne coûte rien. Mais dans les faits, si on n'a pas vendu, l'institution financière ne nous prêtera pas non plus. Et elle considère que tu as les 2 exact. Quand elle calcule. Exactement. Là, puis quand je dis que c'était pas une option, c'est-à-dire que c'est sûr que quand on rentre en offre multiple, en surenchère, puis qu'on se bat contre 3, 4, 10 autres acheteurs qui veulent la même maison, puis eux, ils n'ont pas de conditionnel de vente, c'est sûr si tu essaies de rentrer avec une offre d'achat qui est conditionnelle à la vente de ta maison, souvent, le vendeur, il regardera peut-être même pas ton offre, à moins qu'elle ait un prix vraiment supérieur aux autres. Parce qu'il peut avoir plus de délai dans la transaction. Tout à fait. Qu'est-ce qui me dit, moi, que ta maison, tu vas la vendre facilement? C'est un peu ça, le délai. Okay. Mais encore là, ça devient le défi. Je pense encore à des jeunes familles qui ont 2 enfants, madame est enceinte, de lui dire, écoute, vends ta maison, puis on regardera tantôt, demain, où c'est qu'on va aller vivre, puis qu'est-ce qu'on va acheter. Très difficile. Ah ouais, tu peux pas être dans la chambre d'hôtel pendant 2 mois de temps avec 3 enfants. Quand on a 20 ans, on se dit, écoute, je peux aller habiter dans un terrain de camping tout l'été, c'est pas grave.
Mais évidemment, quand on a la petite famille à gérer, des fois, on est peut-être moins gambler à ce niveau-là. Puis c'est sûr, c'est stressant quand on voit les maisons s'envoler en 2 jours, en 3 jours. Oui, c'est beau, on vend à haut prix, mais il faut racheter. Puis il faut racheter à quel prix? Puis qu'est-ce qu'on va avoir pour tel prix? C'est toute la mécanique actuelle. Heureusement, le marché se tranquillise tranquillement. Fait que oui, j'en ai fait depuis le début 2023 des offres d'achat conditionnelles à la vente d'une maison. Oui, ça l'a passé, le vendeur a accepté, on a vendu dans un délai raisonnable pour la propriété de mes clients, mais c'est stressant. C'est stressant parce que si on fait une offre d'achat qui est conditionnelle à la vente de notre propre propriété, il y a la fameuse clause 72 heures qui peut toujours rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire que si moi je fais une offre d'achat sur une maison X conditionnelle à la vente de ma maison, puis toi, Guillaume, tu fais une autre offre d'achat sur la même maison, mais que toi, tu n'es pas conditionnel à la vente de ta propre propriété, bien, dès que toi, tu as levé tes conditions, c'est-à-dire tu as obtenu ton financement et tu as fait ton inspection, bien, moi, souvent, on parlait d'un huissier là, qui nous livrait un avis de 72 heures, mais on a 72 heures pour lever notre conditionnel de vente. Donc, on peut perdre notre offre d'achat à tout moment. Je ne veux pas trop m'embarquer là-dedans pour ne pas perdre les acheteurs, mais ça reste que c'est un processus qui peut être stressant pour tout le monde. Et qu'évidemment, si on part à la maison convoitée, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? On recommence le processus à zéro. Est-ce que finalement, on vend la maison? Parce que là, on n'a plus de... C'est tout ça, là, les émotions qui vont être brassées là, durant ce processus-là, là, dans le fond. Y a-t-il des éléments, selon toi, qui sont essentiels à savoir, que ce soit, bon, on peut faire les deux, pour un acheteur et pour un vendeur, là, tu sais, qu'est-ce que ces gens-là doivent retenir aujourd'hui, là, pour un acheteur et pour un vendeur? Ben, le vendeur, écoute, c'est sûr que ça dépend du projet. Dans le fond, avec la pandémie, il y a beaucoup de gens, peut-être dans 50, 60 ans, qui n'ont pas vendu leur maison, puis qui s'en vont en résidence ou qui s'en vont en appartement. Fait qu'eux autres sont peut-être moins stressés de mettre en vente. C'est sûr que pour un acheteur, on pense souvent que les maisons se vendent juste en juin et en juillet, ce qui est complètement faux. Je vais être honnête avec vous que même moi, avant de commencer l'immobilier, j'avais cette fausse croyance-là qu'on vendait des maisons juste le 1er juillet. Là, mais finalement, on vend des maisons 12 mois par année. Fait que pour ce qui est de l'acheteur, c'est toujours de continuer de regarder le marché. On est dans un marché justement qui est en pénurie de logements également. Donc pour la plupart qui sont en appartement actuellement, qui auraient pu renouveler leur bail jusqu'en 2024, ça reste un défi aussi, mais ça reste qu'on peut faire des offres d'achat. Par exemple, pour le mois de septembre, pour le mois d'octobre, puis entre-temps, de faire une session de bail de son logement, puis de trouver un locataire autant pour notre logement, puis pour évidemment rentrer dans notre nouvelle maison en septembre ou en octobre. Je vous dirais de rester à l'affût en tant qu'acheteur. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités, il y en a en janvier, il y en a en juin, puis il y en a en octobre aussi. C'est d'être prêt, que nos finances soient clean, qu'on sache qu'on passe au financement, avoir une idée de notre projet, puis magasiner un petit peu en continu. Ouais. Là, OK. Ça serait le truc pour les acheteurs. Le meilleur des conseils aussi, c'est que si on a une préautorisation à 350 000 de la banque, ça vaut peut-être pas la peine d'aller s'acheter un Mustang décapotable à 25 000 juste avant de penser s'acheter une maison. Là, ça peut peut-être changer notre crédit un petit peu. Fait que c'est d'être mollo ses dépenses, puis de garder le cap sur le projet principal qui est la propriété. Puis une fois qu'on obtient justement notre financement à ce niveau-là, là, on ira faire les dépenses, que ce soit les électroménagers, le nouveau lit, des choses comme ça. Au niveau du vendeur, je vous dirais, c'est peut-être de penser à la stratégie justement à adopter. Il y a beaucoup de propriétés qui se vendent à l'hiver. Évidemment, on est au Québec. Le gros marché, souvent, se fait le premier trimestre, c'est-à-dire janvier-février. On déborde, janvier-février-mars, pardon. On peut déborder à avril, même à mai. Mais le gros du marché est vraiment en janvier-février-mars. Okay. Par contre, ceux qui veulent obtenir peut-être un meilleur prix pour leur maison, puis qui sont patients, bien, ta maison, Guillaume, es-tu plus belle en janvier quand tu as 30 pieds de neige devant la façade ou quand tu as une belle verdure avec les plantes, les arbres, la piscine qui est fonctionnelle, puis que l'acheteur est capable de marcher sur le terrain puis de ressentir justement toute la beauté de ton terrain. Ouais. Donc, c'est vraiment ça aussi. C'est 2 pas, 2 mesures. Oui, il y a plus d'acheteurs peut-être sur le marché en janvier, février, mais en même temps, si tu vends en juin, juillet, puis que ta piscine est partie, ton gazon est frais coupé, les tulipes sont là, ben, c'est sûr que ta maison est plus belle et est plus vendeuse en été. C'est plus clair. Donc, je vous dirais, la stratégie rendue là, c'est libre à vous. Puis évidemment, je me répète, mais ça dépend du contexte de la vente aussi. Des fois, malheureusement, on est pris pour vendre, puis c'est pas c'était pas dans les plans. Oui, c'est ça, on est un petit peu forcé de le faire. Oui, c'est ça, exactement. Absolument. Peux-tu nous parler du marché immobilier? On change de sujet, là, mais le marché, là, on est le 18, c'est quoi le marché le 18 mai 2023?
Ben, le On marché... peut commencer par Québec, là, ça doit Ouais. être différent, hein, Québec, Rive-Sud, ça doit être des marchés distincts. Là. Ouais. On commence par Québec peut-être. Ben, c'est sûr qu'on entend parler à chaque année, veut pas, le marché immobilier, évidemment, intéresse pas mal tout le monde. Hein. Comme je disais tantôt, on connaît tout quelqu'un qui a une maison, on en veut pratiquement toute une. Puis si on n'en veut pas, c'est bien correct aussi. Mais le marché immobilier de Québec a été épargné par, justement, peut-être je te dirais, la qualité des emplois que les gens ont à Québec. On a beaucoup de fonctionnaires. Des bons emplois stables. Fait que ça fait en sorte que depuis le début de la pandémie, on a entendu beaucoup parler de fermeture de restaurants, fermeture d'entreprises, de faillite. Écoute, ça fait 2 ans et demi que la pandémie est arrivée, qui est pratiquement, je ne veux pas dire qu'elle est terminée, mais ça fait 2 ans et demi qu'on entend parler de ces choses-là. Puis à Québec, on n'a pas vu tant de faillites que ça. Puis je ne dis pas qu'il n'existe pas ces faillites-là, mais sur le marché immobilier, on n'a pas vu des maisons à vendre encore Il n'y a pas de vente de feu, non, là. exactement. Ouais, je comprends. Ouais. On a entendu beaucoup parler de reprise de finances, c'est-à-dire que la banque reprend les clés de la maison parce que le client n'est plus capable de payer. De faillite non plus. Évidemment, comme je dis, il n'y a personne d'épargné. Il y en a, là, ça va arriver une fois de temps en temps ici et là, mais c'est pas arrivé comme on pensait que ça pouvait arriver. Personnellement, j'ai jamais pensé que ça allait arriver aussitôt dans le processus. La hausse des taux d'intérêt des derniers mois commençait à faire paniquer quelques spécialistes, puis avec raison, justement, quand on passe d'un paiement de 1200, 1300 mensuels à 1008, 1009, bien évidemment, c'est une bonne différence au niveau des paiements mensuels. Mais honnêtement, l'accessibilité à la maison est encore là. Évidemment, le prix des maisons a changé. Il faut se faire à cette nouvelle réalité-là. Le taux d'intérêt a monté. On parle de plus en plus d'une baisse éventuelle à la fin 2023, début 2024. On souhaite pour tous que ça va arriver. Ouais, plus tôt que tard, oui, idéalement. Oui, exact. Mais est-ce que ça va arriver à ce que c'était avant? Évidemment, je suis convaincu que non. Et avant, on était capable d'avoir des taux d'intérêt à 1,5, 1,6 puis que ceux qui ont signé à cette époque-là soient bénis. Malheureusement, aujourd'hui, je vous dirais qu'on est plus dans du 4, puis du 4,5 puis même qu'on est allé toucher à du 5, 5,5 aussi. Mais le marché, en général, à Québec, à Lévis, autant Rive-Nord, Rive-Sud, je vous dirais qu'il est en bonne santé. OK. Les prix des maisons n'ont pas nécessairement diminué à cause de l'augmentation des taux d'intérêt. Là. C'est Pas encore. Pas encore. Je vous dirais que les 3 scénarios existent encore sur le marché. Je m'explique, c'est-à-dire on est capable de vendre encore une maison en surenchère, en offre multiple. C'est-à-dire qu'il y a 2 et plus d'acheteurs qui vont faire un offre sur la même maison, ce qui souvent fait en sorte que par rapport au prix affiché, le prix de vente va être supérieur. Okay. Des fois, on est capable d'être chanceux, puis on demande, par exemple, 299 000 pour une propriété, puis on va vendre au prix demandé. Okay. Puis des fois, pour une raison X, Y, ça se peut qu'on négocie un petit peu à la baisse. C'est rare qu'on va voir une maison à vendre peut-être à 300 000 qui va se vendre 260 000 aujourd'hui, ce qui était très normal avant la pandémie. Mais les 3 scénarios en date de 2023 existent. OK. Puis, y a-t-il une distinction sur la Rive-Sud, Chaudière-Appalaches, tout ça, ou c'est à peu près le même marché là, qu'à Québec? Là? Je vous dirais que le marché de Lévis va quand même très, très bien aussi. On ne sera pas à croire que, justement, on en parlait tantôt, les gens vont migrer peut-être des fois un petit peu plus en région, justement, ou quoi que ce soit. Le fait d'être en télétravail fait en sorte que, justement, on n'a peut-être plus besoin de se déplacer, on n'a plus besoin de la voiture autant qu'avant. Donc, oui, je pense que le centre-ville est en périphérie de Lévis, justement, du Grand Lévis, là, parce que maintenant, avec les fusions, Lévis est rendu très, très gros. Là. Je parle autant de Saint-Nicolas, Saint-Jean-Chrysostome, ou que ce soit Saint-Michel, la Bellechasse, ou peu importe. On est capable d'aller chercher quand même un vaste territoire, mais le délai de vente est très, très bon pour le vendeur. Okay. Puis l'acheteur est capable de trouver encore des occasions. Ce qui arrive, en fait, ce qui soutient le prix des propriétés, c'est le manque d'inventaire encore. On en entend parler depuis quand même déjà 2-3 ans. Mais avant la pandémie, on était peut-être à 50-52 000 propriétés à vendre en même temps sur le marché. Maintenant, on est peut-être à 38-39 000. Okay, donc, c'est une bonne différence quand même. Oui, il y a un manque à gagner. Puis si on recule d'il y a un an et demi, on était à 32 000. Donc, on parle d'un 20 000 propriétés là,
tout type confondu, là. Fait que, tu sais, il y avait un manque à gagner quand même de 20 000 propriétés. Puis ça s'explique facilement, dans le fond. C'est comme je disais tantôt, je vais parler des baby boomers, mais les gens de 50, 55, 60 et plus qui pensaient vendre la propriété, s'acheter un petit chalet sur le bord d'un lac, vendre la maison pour aller en appartement, vendre la maison pour aller en condo. Les personnes plus âgées qui pensaient vendre la maison et s'en aller en résidence de personnes âgées, ben se sont dit, mon Dieu, c'est pas vrai que je vais vendre ma maison pour aller être pris dans un appartement puis pas pouvoir sortir de chez nous. Donc, je vais peut-être étirer une année ou deux de plus ma résidence principale, dans le fond. Fait que là, c'est pour ça qu'on tend à remonter un petit peu dans les chiffres. Évidemment, les taux d'intérêt aident un peu à ça aussi, c'est-à-dire que les vendeurs veulent vendre, puis les acheteurs, eux autres, ben, ils veulent acheter aussi. Oui, c'est intéressant. J'écoutais un économiste hier de Desjardins. Il disait qu'il faudrait qu'il y ait 50% de plus de mise en chantier pour revenir à un équilibre sur le marché immobilier. Il parlait au Canada là, en général. Là, fait que, il y aura une grosse diversité de marchés là, quand on regarde l'ensemble du Canada, là, l'Ouest, l'Ontario, puis nous. Mais quand même, là, c'est une statistique impressionnante, là, 50% de plus de mise en chantier. Là, fait que il manque vraiment de maisons en construction également. Là, tout à fait, mais encore là, avec le coût des matériaux qui a explosé, pour vraiment dire explosé, et je me mets à la place d'un entrepreneur de construire des immeubles comme ça à pelleter, puis de soutenir aussi. C'est ça le plus important, c'est de soutenir la construction. Ouais. Ça doit pas être évident là, en date d'aujourd'hui. Ben, tu vois, avant d'acheter la maison, ici, on avait un terrain à Saint-Gabriel-de-Valcartier, puis on voulait se faire construire un bungalow, là, rien de très luxueux. Puis le terrain, on l'avait payé comme un bon prix raisonnable. Là. Je me souviens plus, 70 000 peut-être. Puis la construction d'un bungalow, c'était au-dessus de 400 000. Là, puis il n'y avait pas de luxe là-dedans. Là. Il n'y avait aucun luxe là-dedans. C'était un carré de base là, pour une famille de 4 personnes, puis un bureau, puis pas de garage, rien. Puis c'était 430 000 de construction. C'est incroyable. Là, finalement, on s'est retourné vers le marché des maisons là, qui était déjà construit. Usagé. Une maison d'une dizaine d'années. Oui, non, tu as raison. Puis finalement, on en a bien plus pour notre argent avec une maison usagée d'une dizaine d'années. Le quartier, il est beaucoup mieux, on est beaucoup plus proche. Il y a beaucoup plus, on a un garage qu'on n'aurait pas pu se permettre avec une construction neuve. Fait que il y a quand même un clash là, quand même entre la différence de prix d'une construction neuve versus là, une maison sur le marché actuellement. Ah, tout à fait. Écoute, à défaut de me répéter, la maison usagée, il y en a encore, puis on est capable de trouver ce qu'on recherche. C'est sûr que le but de la construction neuve, évidemment, c'est de bâtir ses plans, de construire exactement ce qu'on veut. Ouais. Mais encore là, l'accessibilité est très difficile. Le financement aussi, veut pas, c'est pas toutes les institutions financières qui prêtent pour des constructions neuves. Puis évidemment, après ça, ben les fameux tankers ont un budget de 350, mais finalement, tu parles par expérience. Personnellement, j'étais dans un projet de rénovation dans la pandémie, puis j'ai payé mon 2x4 à 11,50 au plus cher. Ouais. Ça te change un budget. Là. Quand tu as besoin de 300-400 2x4, puis tu budgettes à 2,50, 4 piastres, puis finalement, il est rendu à 11, ça change ton budget là, au final du projet. Là. 2x4 sont pas tout le temps à droite non plus. Hein? C'est un autre dossier. Oui, c'est ça, c'est un autre sujet. On en parlera bien. Good. Écoute, pour terminer, as-tu quelque chose d'autre à rajouter? Je pense que c'est un bon moment pour conclure. Ben, moi, ce que je peux vous dire, que vous soyez acheteur ou vendeur, c'est une belle période pour vendre. On ne se fera pas de cachette. Les vendeurs qui vendent aujourd'hui, on réussit à aller chercher un bon prix. Mais je pense surtout à l'acheteur qui peut être des fois démotivé. C'est-à-dire, il entend parler d'un média, que l'accessibilité à la maison est plus difficile qu'avant. C'est vrai dans les faits. C'est vrai, parce qu'avant, la maison à 200 000, aujourd'hui, on en vaut 300. Ouais. Mais il ne faut pas penser que parce que le marché évolue, qu'on ne sera jamais capable de s'acheter une maison. C'est sûr que si vous êtes du genre à sortir tous les vendredis et à ne pas mettre d'argent de côté pour la mise de fonds, bien, la mise de fonds, si la maison passe de 200 à 300, puis qu'on a besoin d'un 5 % de cash sur une maison à 300 000, ben on s'entend que c'est 15 000 de mise de fonds en partant. Fait que ça, il faut être capable de l'économiser ou d'avoir une stratégie, du moins, pour aller le chercher. À partir de là, ben, je vous dirais, des maisons, il y en a toujours eu. Il va toujours en avoir. Des opportunités, il va toujours en avoir aussi. Que ce soit, justement, on en parlait tantôt, une succession, une faillite, un transfert, des fois les militaires, un transfert pour le travail, des séparations. Il va toujours avoir des opportunités dans l'immobilier. Si vous êtes patient, vous êtes prêt à acheter, il faut juste regarder le marché, aller sur le terrain, puis pas avoir peur de faire des offres. Quitte à en perdre une, en perdre deux, mais éventuellement, on va être capable d'en trouver une qui va nous plaire.
Puis après ça, on va être heureux dans cette maison-là, le nombre de temps que vous allez vouloir. Merci, Carl, pour l'entrevue. Super généreux d'avoir pris du temps pour discuter avec moi. Où est-ce que les gens peuvent te contacter là, si jamais ils sont intéressés? Évidemment, avec la plateforme de Facebook, je vous dirais que c'est pas mal mon réseau social préféré de mon côté. Donc, Carl Poirier, Carl Poirier, courtier immobilier aussi. Gênez-vous pas de venir m'écrire sur mon profil personnel ou évidemment sur le site de Remax, remaxquebec.com ou encore à carlpoiriercourtier.com. Mon numéro de téléphone personnel, 88-558-GOLF, 558-4653. Mais évidemment, oui, 88-558-GOLF pour ceux qui auraient plus de difficultés à s'en rappeler. Et sinon, évidemment, à mon adresse courriel, carl_poirier@hotmail.ca. Parfait. Toutes ces informations-là vont être dans la description du vidéo également, donc pas de souci. Merci beaucoup, Carl. Ça me fait plaisir. Merci à toi.